Le Mistral soufflait avec une violence inhabituelle ce soir-là sur le vieux port de Marseille, faisant claquer les drisses des bateaux amarrés comme autant de fouets dans l'air salé. Thomas Dubois remontait lentement du pont de son chalutier, les mains encore poisseuses de gasoil après une journée de maintenance. À 42 ans, ce marin au visage buriné par le soleil et les embruns avait cette démarche particulière des hommes de mer, légèrement chaloupés, comme s'il gardait toujours le roulis dans les jambes. Ses cheveux bruns striés de gris s'échappèrent de sa casquette de marin, et ses yeux bleus acier scrutaient machinalement l'horizon même quand il était à terre. « Encore une journée de fini », murmura-t-il en français, avec cet accent marseillais traînant qui chantait dans chaque syllabe. Il ajusta sa veste de ciré jaune, celle que sa femme Claire lui avait offerte 3 Noëls avant sa mort. 5 ans déjà qu'elle n'était plus là, 5 ans qu'il naviguait entre solitude et souvenir, trouvant dans la mer le seul réconfort capable d'apaiser sa peine. Le port bruissait de cette activité particulière du soir. Les touristes regagnaient leurs hôtels, les pêcheurs préparaient leurs filets pour la sortie nocturne, et les terrasses des restaurants du quai commençaient à s'illuminer. Thomas marchait d'un pas régulier vers sa voiture garée près de l'hôtel de ville, quand les premiers cris déchirèrent la rumeur du port. Au début, il pensa qu'il s'agissait des mouettes qui criaillaient toujours à cette heure, attirées par les déchets des poissonniers. Mais quelque chose dans ces sons le fit s'arrêter net. C'était une voix humaine, désespérée, qui portait malgré le vent. « Au secours, au secours !» criait quelqu'un en français, avec un accent qui trahissait des origines maghrébines. Thomas tourna la tête vers les quais éclairés par les réverbères, cherchant la source de ces appels. C'est alors qu'il la vit, une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un hijab bleu marine et d'un manteau beige usé, qui courait le long du quai en gesticulant frénétiquement. Ses traits fins et olivâtres trahissaient ses origines nord-africaines, et ses yeux sombres exprimaient une terreur pure. « C'est mon fils, hurlait-elle maintenant, pointant les eaux agitées du port où les reflets des lumières dansaient comme des étoiles brisées. Thomas plissa les yeux et aperçut alors une silhouette qui se débattait dans l'eau sombre, à une 20aine de mètres du bord. Sans réfléchir, guidé par cet instinct qui fait les héros du quotidien, Thomas lâcha son sac de marin et courut vers le quai. Ses bottes claquaient sur les pavés humides, tandis qu'il évaluait mentalement la situation. L'eau était agitée, la température de novembre rendait l'hypothermie probable, et le jeune homme, car c'était visiblement un adolescent, semblait déjà affaibli par ses efforts pour remonter à la surface. « Madame, appelez les secours !» cria-t-il à la femme en passant près d'elle, mais elle ne semblait pas comprendre, paralysée par la panique. Arrivé au bord du quai, Thomas enleva rapidement sa veste et ses bottes. L'eau du port scintillait sous les éclairages publics, révélant par endroits les reflets huileux caractéristiques des ports de commerce. Il n'hésita qu'une seconde avant de plonger, son corps s'arquant avec la grâce d'un homme habitué aux éléments. L'eau glacée le saisit immédiatement, mais son expérience de la mer l'avait endurci à ses chocs thermiques. Il nagea avec puissance vers la silhouette qui luttait toujours, utilisant cette brasse énergique que seuls maîtrisent ceux qui ont vraiment côtoyé la mer. « Tiens bon, mon garçon !» lança-t-il en s'approchant du jeune homme. C'était effectivement un adolescent d'une 15aine d'années, aux traits maghrébins prononcés, qui battait l'eau avec de moins en moins de force. Ses cheveux noirs collaient à son crâne, et ses yeux exprimaient cette panique particulière de celui qui sent la mort approcher. « Je suis là, ça va aller », répéta Thomas d'une voix ferme en attrapant le garçon sous les aisselles. L'adolescent s'accrocha à lui avec la force du désespoir, manquant de les faire couler tous les deux. « Calme-toi, petit, je te tiens », murmura Thomas avec cette autorité bienveillante que lui conférait son expérience. Il avait déjà sauvé des hommes tombés à la mer. Il connaissait les gestes qui sauvent et les mots qui rassurent. Lentement, méthodiquement, il ramena l'adolescent vers le quai, luttant contre le courant et le poids de leurs vêtements gorgés d'eau. Ses muscles protestaient, mais il puisait dans cette réserve de force que possèdent les hommes habitués aux situations extrêmes. Sur le quai, la femme continuait de crier, rejointe maintenant par d'autres passants attirés par le drame. « Mon Karim, mon bébé !» sanglotait-elle, et Thomas comprit que c'était le prénom du garçon. Des mains se tendirent pour les aider à remonter, et bientôt, l'adolescent fut étendu sur les pavés, toussant l'eau salée qu'il avait avalée. Thomas, ruisselant et frissonnant, s'agenouilla près de lui pour vérifier qu'il respirait correctement. Les sirènes des pompiers se rapprochèrent déjà. Quelqu'un avait eu le réflexe d'appeler les secours. « Ça va aller, mon grand », dit Thomas en posant une main rassurante sur l'épaule du jeune Karim. « Tu es en sécurité maintenant. » L'adolescent leva vers lui des yeux encore remplis de terreur mais aussi de reconnaissance. Et Thomas y lut quelque chose qui le bouleversa.
la gratitude infinie d'un fils sauvé. À cet instant précis, sans qu'il puisse l'expliquer, quelque chose se brisa et se recomposa dans le cœur du marin solitaire, comme si le destin venait de placer sur sa route la famille qu'il n'avait jamais eue. La mère de Karim se précipita vers eux, les larmes ruisselant sur ses joues, et prit la main de Thomas dans les siennes. « Merci, monsieur, merci », répétait-elle en français mêlé d'arabe. « Vous avez sauvé mon fils, vous avez sauvé ma vie. » Dans ses yeux sombres brillait une émotion si pure, si intense, que Thomas sentit sa propre gorge se serrer. Cette femme, cette mère qui venait de frôler l'impensable, le regardait comme on regarde un ange gardien. Et lui, l'homme qui se croyait condamné à la solitude, venait de découvrir qu'il était encore capable d'être le héros de quelqu'un. Les gyrophares des pompiers balayaient rythmiquement les façades ocres du vieux port, projetant des ombres dansantes sur les visages anxieux des badauds qui s'étaient rassemblés autour de la scène. Thomas, enveloppé dans une couverture de survie dorée, observait les secouristes examiner Karim avec cette efficacité professionnelle qui rassure et inquiète à la fois. L'adolescent, encore pâle mais conscient, répondait aux questions du médecin d'un hochement de tête, ses lèvres retrouvant peu à peu leur couleur naturelle. Sa mère, Amira, ne lâchait pas sa main, murmurant des prières en arabe entre deux sanglots de soulagement. « Monsieur Dubois », appela le capitaine des pompiers, un homme trapu aux cheveux gris qui consultait son carnet. « Thomas Dubois, c'est bien ça ?» Thomas acquiesça, sentant l'eau de mer sécher sur ses vêtements et former des cristaux de sel sur sa peau. « Vous avez fait du beau travail ce soir. Sans votre intervention, le gamin, il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. » Thomas haussa les épaules avec cette modestie typique des gens de mer. « N'importe qui aurait fait pareil, capitaine. La mer, on la connaît, nous autres. » Le médecin se releva après avoir ausculté Karim une dernière fois. « Tout va bien, madame, » dit-il à Amira en articulant soigneusement ses mots, conscient que le français n'était peut-être pas sa langue maternelle. « Votre fils a eu plus de peur que de mal. Juste un peu d'hypothermie légère et quelques gorgées d'eau salée, mais rien de grave. Il faut qu'il se repose au chaud cette nuit et qu'il voie son médecin traitant demain par précaution. » Amira porta instinctivement la main à son cœur, un geste qu'elle répétait depuis 20 minutes pour s'assurer qu'il battait encore après l'émotion de voir son fils unique frôler la mort. Karim se redressa lentement, aidé par un pompier. Malgré sa jeunesse, on devinait déjà l'homme qu'il deviendrait, grand pour ses 16 ans avec des traits fins hérités de sa mère, mais une mâchoire carrée qui trahissait un caractère bien trempé. Ses yeux noirs cherchèrent immédiatement Thomas, et quand leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, une connexion silencieuse que seuls comprennent ceux qui ont partagé un moment de vérité absolue. « Merci, monsieur », dit Karim d'une voix encore enrouée par l'eau salée. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Thomas s'approcha, sa couverture dorée flottant autour de lui, comme une cape de super-héros déchu. « Tu n'as rien à me remercier, mon petit. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Comment tu es tombé à l'eau ?» Karim baissa les yeux, visiblement embarrassé. « J'étais avec des copains sur le quai. On faisait les idiots. Je me suis penché pour ramasser quelque chose et avec le vent, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Thomas connaissait la puissance du Mistral, cette tramontane marseillaise capable de déséquilibrer un homme adulte. Amira s'approcha d'eux, son hijab légèrement défait par l'émotion, révélant quelques mèches de cheveux bruns parsemés de fils argentés. « Monsieur », commença-t-elle avec cet accent chantant du Maghreb, qui donne une musicalité particulière aux Français. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez sauvé ce que j'ai de plus précieux au monde. Karim, c'est tout ce qui me reste. Son père. » Elle s'interrompit, la voix brisée par l'émotion. « Son père est mort il y a 3 ans. Un accident de chantier. Karim, c'est ma vie, monsieur. Sans lui. » Thomas sentit une émotion familière l'étreindre, cette douleur sourde qu'il connaissait bien pour l'avoir vécue à la mort de Claire. Il reconnaissait dans les yeux d'Amira cette terreur de la solitude, cette peur de perdre l'être aimé qui vous définit entièrement. « Je comprends, madame, » dit-il simplement. « Moi aussi j'ai perdu quelqu'un, ma femme, il y a 5 ans. » Ces mots, il ne les avait prononcés devant personne depuis des mois. Amira le regarda avec une compréhension immédiate. Cette solidarité tacite qui unit ceux qui ont touché le fond du chagrin. Les pompiers commençaient à ranger leur matériel, l'attroupement se dispersait peu à peu, et la vie normale du port reprenait ses droits. Mais Thomas ne parvenait pas à s'éloigner de cette femme et de ce garçon qui venèrent de faire irruption dans sa vie avec la violence d'une tempête. « Où habitez-vous » demanda-t-il spontanément. « Je peux vous raccompagner » Amira hésita un instant, ce réflexe de méfiance des femmes seules, puis regarda Thomas, ses vêtements trempés, sa barbe de 3 jours,
ses mains calleuses de marin, mais surtout ses yeux bleus qui ne mentaient pas. Nous habitons dans les quartiers nord, répondit-elle. La Castellane. C'est un peu loin. Elle n'eut pas besoin de préciser que c'était aussi un quartier difficile. Thomas connaissait la réputation de ces cités marseillaises où la pauvreté côtoie souvent les trafics. Je vous ramène, dit-il sans appel. Mon fils unique vient de risquer sa vie. Le minimum que je puisse faire, c'est de m'assurer qu'il rentre chez lui en sécurité. Il avait dit « mon fils unique » sans s'en rendre compte, et ce lapsus n'échappa ni à Amira ni à Karim. Pendant le trajet en voiture, une vieille Peugeot 405 qui sentait le gasoil et l'embrun, Thomas observait Karim dans le rétroviseur. L'adolescent regardait défiler les lumières de Marseille, cette ville cosmopolite où se mélangent toutes les cultures méditerranéennes. « Tu vas au lycée ?» demanda Thomas pour briser le silence. « Oui, monsieur. Je suis en première au lycée Saint-Exupéry. Je veux faire des études d'ingénieur. » Il y avait dans sa voix cette détermination des jeunes des quartiers qui refusent la fatalité. « Ingénieur, c'est bien ça, » approuva Thomas. « Il faut de l'ambition dans la vie. » Amira se tourna vers Thomas. « Il travaille bien à l'école, mon Karim. Toujours premier de sa classe. Moi, je fais le ménage dans les bureaux du port pour qu'il puisse étudier. » Elle dit cela avec fierté, sans honte, cette dignité des femmes courageuses qui se battent pour leurs enfants. Thomas hocha la tête, respectueux. Le travail, c'est le travail. Il n'y a pas de saut métier. Ils arrivaient dans les quartiers nord, ces tours qui se dressent comme des sentinelles dans la nuit marseillaise. Et Thomas réalisait qu'il découvrait un Marseille qu'il ne connaissait pas, lui qui avait toujours vécu près du port. Quand il arrêta la voiture devant l'immeuble d'Amira et Karim, une barre HLM des années 70 aux façades défraîchies, mais où brillaient encore quelques fenêtres chaleureuses, il eut soudain l'impression étrange d'être arrivé quelque part. Pour la première fois depuis 5 ans, il ne rentrait pas chez lui avec cette sensation de vide qui l'accompagnait chaque soir. « Merci encore, monsieur Thomas », dit Karim en serrant la main du marin. « J'espère qu'on se reverra. » Thomas sourit, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. « Compte là-dessus, mon grand, compte là-dessus. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis le sauvetage. Et Thomas ne parvenait pas à chasser de ses pensées le visage de Karim, ni les yeux reconnaissants d'Amira. Chaque matin, en préparant son chalutier pour la sortie en mer, il se surprenait à scruter les quais dans l'espoir d'apercevoir la silhouette de l'adolescent. Cette obsession le troublait. Lui qui avait construit sa solitude comme une forteresse depuis la mort de Claire, voilà qu'il se languissait de revoir des quasi-inconnus. Le Mistral avait cédé la place à un temps plus clément, typique de ces fins novembre méditerranéens, où le soleil réchauffe encore les pierres ocres de Marseille. Ce jeudi matin, alors qu'il vérifiait ses filets près du marché aux poissons, Thomas entendit une voix familière l'appeler. « Monsieur Thomas !» Karim accourait vers lui, son sac de lycéen sur l'épaule, le visage illuminé d'un sourire qui réchauffait le cœur du marin. L'adolescent avait retrouvé ses couleurs, ses joues étaient roses sous l'effet de la course, et ses yeux brillaient de cette vitalité propre à la jeunesse. « Karim !» s'exclama Thomas, surpris par la joie sincère qui perçait dans sa propre voix. « Qu'est-ce que tu fais par ici, mon grand ?»« Je venais vous chercher, » répondit Karim en reprenant son souffle. « Maman m'a dit que vous travailliez sur le port. Elle aimerait vous inviter à dîner chez nous ce soir, pour vous remercier vraiment. » Il fouilla dans son sac et en sortit une petite carte écrite en français approximatif, mais touchant de sincérité. « Monsieur Thomas, vous avez sauvé mon fils, et par là même sauvé ma vie. J'aimerais vous préparer un repas pour vous montrer ma reconnaissance. Amira Ben Ali. » Thomas retourna la carte entre ses mains, ému par ce geste simple mais chargé de signification. « Tu diras à ta maman que c'est très gentil, mais elle n'a pas besoin de... » commença Thomas. Mais Karim l'interrompit avec cette véhémence des adolescents passionnés. « S'il vous plaît, monsieur Thomas, maman a préparé un couscous royal. Elle a même acheté de l'agneau au marché de Noailles. Elle dit que les gens bien, ça se remercie comme il faut. Et puis... » Il baissa la voix, soudain plus fragile. « Et puis, ça lui ferait vraiment plaisir. Depuis que papa est mort, on ne reçoit plus jamais personne à la maison. » Cette confidence toucha Thomas en plein cœur. Il reconnaissait cette solitude imposée par le deuil, cette façon dont la vie sociale se rétrécit quand on perd son conjoint. « D'accord, » dit-il finalement, « mais seulement si tu me promets de me tutoyer. »« Monsieur Thomas, ça me vieillit. » Karim éclata de rire, un rire franc et joyeux qui résonna sur les quais. « Promis, Thomas. » Il goûtait ce prénom dans sa bouche comme s'il découvrait un mot nouveau. 19 heures, ça vous va? Tour 5, appartement 47. Le soir venu,
Thomas se présenta devant l'immeuble avec une bouteille de vin rouge de Bandol et un bouquet de fleurs qu'il avait choisi avec un soin inhabituel chez le fleuriste du cours Estienne d'Orvès. L'ascenseur était en panne, et il gravit les 6 étages à pied, croisant dans les couloirs cette mixité sociale typique des cités marseillaises. Des odeurs d'épices orientales mêlées aux effluves de cuisine provençale, des éclats de voix en plusieurs langues, des rires d'enfants qui couraient dans les escaliers malgré l'heure tardive. Quand Amira ouvrit la porte de l'appartement 47, Thomas fut frappé par sa transformation. Elle avait troqué son hijab habituel contre un simple foulard coloré qui encadrait délicatement son visage, révélant des cheveux bruns soigneusement coiffés. Elle portait une robe traditionnelle algérienne, brodée de fils dorés, et ses yeux sombres maquillés avec sobriété exprimaient une timidité touchante. « Bonsoir Thomas », dit-elle en français, articulant soigneusement chaque syllabe. « Entrez, s'il vous plaît. Vous êtes chez vous ici. » L'appartement, petit mais impeccablement tenu, respirait la chaleur du foyer. Les murs étaient ornés de calligraphies arabes et de photos de famille. Le salon meublé simplement mais avec goût révélait le soin qu'Amira portait à son intérieur. Une odeur délicieuse de cannelle et de coriandre flottait dans l'air, mélangée au parfum du couscous qui mijotait dans la cuisine. Thomas remarqua les livres de Karim soigneusement rangés sur une étagère, les cahiers d'exercices empilés sur une table qui servait manifestement de bureau, témoignant de l'importance accordée aux études dans cette famille. « Asseyez-vous, Thomas », dit Amira en désignant le canapé recouvert d'un tissu traditionnel au motif berbère. « Karim, viens dire bonsoir. » L'adolescent apparut, visiblement en dimanche pour l'occasion avec une chemise blanche impeccable et un pantalon de costume. « Bonsoir Thomas », dit-il avec un sourire qui illuminait son visage. Maman a cuisiné toute l'après-midi. Elle voulait que tout soit parfait. Amira rougit légèrement, réprimandant son fils d'un regard affectueux mais ferme. Pendant le repas, servi dans de la vaisselle que Thomas devina être celle des grandes occasions, la conversation s'engagea naturellement. Amira raconta son parcours. Née à Alger, arrivée en France à 18 ans pour épouser Youssef, un ouvrier du bâtiment qui rêvait d'offrir un avenir meilleur à sa famille. Il était si fier quand Karim a réussi son brevet avec mention, confia-t-elle, les yeux embués. Il disait toujours « Mon fils sera ingénieur. Il construira des ponts, des maisons. Il laissera sa trace dans ce pays. » Thomas écoutait, fasciné par cette dignité tranquille, cette façon qu'avait Amira de parler de ses rêves brisés sans amertume. Karim, de son côté, bombardait Thomas de questions sur la mer, les bateaux, les voyages. « Vous avez déjà eu peur en mer ?» demanda-t-il les yeux brillants de curiosité. « Bien sûr », répondit Thomas. « La mer, ça se respecte. Elle te donne tout, mais elle peut aussi tout te reprendre. » Il raconta quelques anecdotes de tempête, de sauvetage, de ces moments où les hommes de mer découvrent leur vraie mesure face aux éléments. Karim buvait ses paroles, et Thomas se surprenait à retrouver le plaisir de transmettre, cette joie simple, de voir briller l'intelligence dans le regard d'un jeune homme. Au moment du thé à la menthe, traditionnellement servi dans de petits verres dorés, Amira prit son courage à 2 mains. « Thomas, » dit-elle, « je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. Vous avez sauvé Karim, mais vous avez fait plus que ça. Depuis 3 semaines, il ne parle que de vous. Il dit qu'il veut devenir ingénieur naval maintenant, qu'il veut comprendre comment fonctionnent les bateaux. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je sais que vous n'avez pas d'enfant. Karim me l'a dit. Mais si vous acceptiez de le voir de temps en temps, de lui parler de votre métier, cela lui ferait tellement de bien d'avoir un homme comme vous dans sa vie. » Thomas sentit sa gorge se serrer. Cette proposition, formulée avec tant de délicatesse, réveillait en lui des désirs qu'il croyait enfouis à jamais, l'envie de transmettre, de guider, d'être fier de quelqu'un d'autre que soi-même. « Amira, » dit-il finalement, « c'est moi qui vous remercie. Vous me proposez quelque chose de précieux. » Il regarda Karim, qui attendait sa réponse avec une impatience mal dissimulée. « Si Karim est d'accord, je serai honoré de l'accompagner un peu sur son chemin. » L'adolescent bondit de sa chaise et serra Thomas dans ses bras, avec cette spontanéité de la jeunesse, et le marin sentit quelque chose se refermer en lui, comme une blessure qui cicatrise enfin. 6 mois avaient passé depuis ce dîner qui avait scellé leur destin commun, et le printemps marseillais déployait ses charmes sur la cité phocéenne. Les mimosas éclataient en grappes dorées sur les collines, le Mistral avait cédé la place aux brises marines plus douces, et la lumière méditerranéenne caressait les façades ocres, avec cette tendresse particulière des beaux jours. Thomas avait pris l'habitude de passer chercher Karim le samedi matin pour l'emmener au port,
où l'adolescent découvrait avec passion les secrets de la navigation et de la mécanique navale. Ce samedi-là, ils se trouvaient tous les deux dans la cale du chalutier de Thomas, Karim agenouillé devant le moteur diesel qu'il apprenait à démonter sous l'œil bienveillant de son mentor. « Tu vois, petit ?» expliquait Thomas en désignant une pièce du moteur. « Le joint de culasse, c'est le cœur de la bête. S'il lâche en pleine mer, tu peux dire adieu à ta sortie de pêche. » Karim hochait la tête avec sérieux, ses mains déjà habiles malgré ses 17 ans, maniant les outils avec une dextérité qui impressionnait le vieux marin. « Et comment on sait qu'il va lâcher ?» demanda l'adolescent, toujours avide d'apprendre. « L'expérience, mon grand, » répondit Thomas en ébouriffant affectueusement les cheveux noirs de Karim. Et puis l'oreille. Un moteur, ça parle à ceux qui savent l'écouter. Il y avait dans ce geste, dans cette transmission de savoir-faire, quelque chose de profondément paternel qui n'échappait ni à l'un ni à l'autre. Thomas avait retrouvé cette joie simple de voir grandir un jeune homme, de le voir progresser, de partager avec lui les secrets d'un métier. Et Karim, de son côté, buvait les paroles de cet homme qui était devenu bien plus qu'un mentor, une figure paternelle, aimante et exigeante. Les résultats scolaires de Karim s'étaient encore améliorés depuis qu'il avait trouvé sa voie, grâce à Thomas. Il rêvait maintenant de l'École nationale supérieure maritime, voulait devenir ingénieur naval pour concevoir ces bateaux qu'il apprenait à réparer. « Thomas, » dit-il soudain en se redressant, une trace de cambouis sur la joue. « Maman m'a dit qu'elle t'avait invité dimanche pour son anniversaire. Tu viendras, hein ?» Dans sa voix perçait cette anxiété des adolescents qui craignent que les adultes importants de leur vie ne soient pas disponibles pour les moments qui comptent. « Bien sûr que je viendrai, » répondit Thomas avec cette évidence affectueuse qui rassure immédiatement. « D'ailleurs, j'ai quelque chose pour elle, et pour toi aussi. » Il fouilla dans sa caisse à outils et en sortit 2 petits paquets soigneusement emballés. « Pour ta maman, c'est un foulard de soie que j'ai acheté aux puces de Saint-Ouen lors de mon dernier voyage à Paris. Et pour toi ?» Il tendit à Karim un écrin de velours bleu. L'adolescent l'ouvrit avec précaution et découvrit une belle montre de marine, robuste et élégante. « Thomas » balbutia Karim, les yeux brillants d'émotion. « C'est trop... je ne peux pas accepter. » Mais Thomas l'arrêta d'un geste ferme. Cette montre appartenait à mon père. Il me l'a donnée quand j'ai eu 18 ans, avant mon premier embarquement. Elle a navigué avec moi pendant 20 ans. Elle a vu toutes les tempêtes, tous les couchers de soleil sur la Méditerranée. Il prit la montre et l'attacha au poignet de Karim avec des gestes lents, presque rituels. « Maintenant, elle t'appartient, parce que tu es devenu mon fils, petit, pas par le sang, mais par le cœur. » Karim se jeta dans les bras de Thomas, et le vieux marin sentit toute sa carapace de solitude s'effondrer définitivement. Cet adolescent qu'il appelait maintenant « Papa Thomas » avec un naturel déconcertant, cette famille recomposée par la tendresse et les circonstances, c'était peut-être ça le vrai bonheur. « Moi aussi, je t'aime, Thomas », murmura Karim contre l'épaule de son père adoptif. « Tu sais, quand je suis tombé dans le port il y a 6 mois, je pensais que j'allais mourir. Mais finalement, c'est là que j'ai trouvé un père. » Le dimanche, l'appartement d'Amira résonnait de rires et de conversations joyeuses. Quelques voisins et amis de la famille s'étaient joints à la fête, créant cette atmosphère chaleureuse typique des célébrations maghrébines. Thomas se sentait parfaitement intégré dans ce groupe cosmopolite où se mélangeaient les accents de Marseille, d'Algérie et des Comores. Amira rayonnait dans sa robe traditionnelle, ses yeux brillants de bonheur en voyant son fils, et Thomas plaisantait ensemble comme un vrai père et son fils. « Thomas », dit-elle en s'approchant de lui pendant que les invités dansaient sur de la musique raï dans le salon, « je voulais vous remercier encore. Regardez Karim. Il a retrouvé confiance en lui, il travaille encore mieux à l'école. Il parle d'avenir avec des étoiles dans les yeux. Vous lui avez rendu son père, d'une certaine manière. » Elle marqua une pause émue. « Et à moi, vous m'avez rendu le sourire. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas vu mon fils aussi heureux. » Thomas prit la main d'Amira dans les siennes, ses mains calleuses de marin qui avaient appris la tendresse. « Amira, » dit-il avec gravité, « c'est vous qui m'avez sauvé, pas l'inverse. Vous et Karim, vous m'avez rendu à la vie. Depuis 5 ans, je survivais au lieu de vivre. Maintenant, j'ai de nouveau une raison de me lever le matin, quelqu'un pour qui je veux être meilleur. » Il sourit, ce sourire qui transformait complètement son visage buriné. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose. Cette famille, c'est la mienne maintenant, et je ne la lâcherai plus. » 2 ans plus tard, par un beau matin de juin, Thomas se tenait fièrement dans la cour du lycée Saint-Exupéry, applaudissant à tout rompre quand le nom de Karim Ben Ali fut appelé pour recevoir son baccalauréat scientifique
avec mention très bien. L'adolescent qu'il avait sauvé des eaux du vieux port était devenu un jeune homme accompli, admis avec les félicitations du jury à l'École nationale supérieure maritime. Sur les gradins, Amira pleurait de joie, et Thomas sentait son cœur déborder de fierté paternelle. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent tous les trois sur les quais du port, là où tout avait commencé. « Tu te souviens ?» demanda Karim en montrant l'endroit exact où il était tombé à l'eau. « Comment j'oublierais ?» répondit Thomas en riant. « C'est le jour où ma vraie vie a commencé. » Amira les regardait, ces deux hommes, le père de cœur et le fils qu'ils avaient élevés ensemble, et elle sut que Youssef, où qu'il soit, était fier de voir à quel point l'amour peut transformer les destins. Le soir tombait sur Marseille, noyant le vieux port dans cette lumière dorée si particulière au coucher de soleil méditerranéen. Thomas, Amira et Karim marchaient lentement le long des quais, formant cette famille improbable mais si solide que le hasard et la tendresse avaient créée. Dans quelques mois, Karim partirait étudier au Havre, mais il savait qu'il avait maintenant un port d'attache, une famille qui l'attendrait toujours. Et Thomas savait qu'il avait enfin trouvé sa place, non pas dans la solitude des horizons marins, mais dans la chaleur d'un foyer où résonnait désormais le mot le plus doux qui soit, « Papa Thomas ». Au moment où il passait devant l'endroit exact du sauvetage, Karim s'arrêta et posa sa main sur l'épaule de Thomas. « Merci », dit-il simplement. « Pour tout ». Thomas sourit, ses yeux brillants de cette fierté paternelle qui l'habitait désormais. Une mouette cria au-dessus de leur tête, et les premières étoiles commençaient à percer le ciel provençal. Dans le port de Marseille, entre les reflets dorés des réverbères et le clapotis des bateaux, une famille avait trouvé son ancrage.